La séance est ouverte. Cher Jean-Jacques Ayagon, Monsieur le ministre, Monsieur le sénateur d'Eure-et-Loir, Monsieur le grand chancelier de la Légion d'honneur, Monsieur le chancelier de l'Institut de France, Monsieur le chancelier honoraire, Monsieur le secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences et Monsieur le président de l'Académie des sciences, Mesdames et Messieurs les membres de l'Institut, chères consoeurs et chers confrères, Madame le maire du 5e arrondissement et Monsieur le maire du 6e arrondissement, Monsieur le conseiller de Paris, Mesdames et Messieurs les élus, cher prince Amin Aga Khan, Monsieur le directeur général des patrimoines et de l'architecture, Monsieur le président du Centre Pompidou, Monsieur le président des musées d'Orsay et de l'Orangerie, Monsieur le président du Centre des monuments nationaux, Madame la directrice du château de Fontainebleau, Madame la directrice du Petit Palais, Madame la directrice du musée des arts décoratifs, Madame la directrice générale du musée Picasso Paris, Monsieur le président directeur général de la Monnaie de Paris, Madame la présidente du conseil d'administration, Monsieur le directeur et Monsieur le secrétaire général de la Villa Médicis, Monsieur le directeur de l'École nationale supérieure d'architecture de Paris-Malaquais, Madame la directrice du Centre national d'art plastique, Monsieur le président de la Compagnie des architectes en chef des monuments historiques, Mesdames et Messieurs les présidents et directeurs, Mesdames et Messieurs les conseillers, Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités, cher Bruno Racine, Madame la présidente du Richard Morris Hunt Prize, cher Claude du Grand-Rue, cher Damien Dechelette, chère Patricia Gatier, cher Renaud Andreu, chère Nadine Hegel-Sandreux et cher Gaël Loriot-Prévost, Mesdames et Messieurs, et si vous me le permettez, et j'aurais peut-être dû commencer par là, chers amis, soyez les bienvenus. Je vous souhaite, au nom de mes consoeurs et confrères, membres et correspondants de l'Académie des Beaux-Arts, la bienvenue au Palais de l'Institut de France. Je passe sans plus tarder la parole à notre secrétaire perpétuel, Laurent Petit-Gérard, de la section de composition musicale de notre compagnie, pour la lecture de l'ordre du jour de cette seconde séance du mercredi 6 juillet 2022. Merci beaucoup, chère présidente. Oui, vous avez droit à un petit verre d'eau après une liste pareille. Alors, il s'agit en effet de la seconde séance de la journée, puisque notre académie s'est réunie ce matin, tôt d'abord pour sa commission administrative, puis à 11h30 en séance plénière, pour sa séance plénière hebdomadaire de travail, car figurez-vous que même lorsque nous avons le plaisir d'être avec vous l'après-midi, ce n'est pas une raison pour que mes consoeurs et confrères puissent se reposer. Au cours de cette première séance, les membres et correspondants de notre compagnie ont notamment attribué divers prix en sculpture et en architecture, entendu le rapport financier sur la gestion de l'Académie en 2021, je vous rassure, tout va bien, et approuvé la sélection des 8 artistes que nous accueillerons en résidence avec la Cité internationale des arts à partir de septembre prochain. Cet après-midi, au cours de cette seconde séance du mercredi 6 juillet 2022, M. Pierre-Antoine Gatier, qui a été élu le mercredi 20 novembre 2019, sera donc officiellement installé au fauteuil numéro 9 de la section d'architecture, laissé vacant par la disparition de notre regretté et très cher confrère Paul Andreu. Je dois vous dire, certes élu le 20 novembre 2019, mais rassurez-vous, depuis, il a beaucoup travaillé. Le protecteur de notre Académie, Monsieur le Président de la République, ne pouvait malheureusement pas assister à cette séance. Il m'a demandé, ce que je fais avec un très grand plaisir, d'adresser ses plus vives félicitations ainsi que celles de son épouse, Madame Brigitte Macron, à Pierre-Antoine Gatier, dont il avait approuvé l'élection par décret publié au Journal officiel de la République française le 8 janvier 2020. Je vous remercie, Madame la Présidente. Merci, Monsieur le secrétaire perpétuel. Vous avez choisi, cher Pierre-Antoine Gatier, notre confrère Dominique Perrault, de la section d'architecture, pour vous recevoir officiellement sous cette coupole. C'est donc lui que j'appelle tout d'abord à rejoindre la tribune. Cher confrère, cher Dominique, vous avez la parole. Monsieur, vous ici,
Quoi de plus naturel, vous êtes un homme de coupole. Vos études d'architecture ont débuté sous celles du Grand Palais, à l'unité pédagogique numéro 7. Avec vos camarades d'atelier, vous faites vos classes dans cette jeune école, jaillie, armée et casquée de l'école des Beaux-Arts. Sa bannière, les sciences et techniques. Sous la verrière de la nef, vous faites charrette, à des heures avancées. Confrontation critique, décloisonnement disciplinaire, cours théoriques, culture du projet. Voilà les mots d'ordre. Nous sommes en 1977 et sous la voûte résonne la chanson « Eye in the Sky » d'Alan Parsons Project. Project, projet. Partout dans l'air, le projet. Avec des amis, certains soirs, vous grimpez l'escalier dérobé qui conduit au dôme et aux coursives. On a hissé là un drapeau noir. Vous le dédaignez. Très peu pour vous. Au milieu des années... à vos yeux, la radicalité n'exclut pas une certaine pérennité des choses. Certaine permanence, voilà une conviction. Du patrimoine, vous ferez table ouverte. Le Grand Palais a préfiguré votre vie, m'avez-vous dit. Sans doute. Sans doute, le dôme et la nef tiennent de la cathédrale de verre et d'acier, du vaisseau d'ingénierie, croisé du transept, croisé des siècles. Dans vos futurs chantiers d'architecte en chef des monuments historiques, vous évoluerez du classicisme en pierre taillée au patrimoine en béton armé et fer pudelé. Des hôtels 18e à l'habitat collectif, ici une tour Lénine de René Gailloustet, là une micro-cité ouvrière de Le Corbusier, ou encore un studio building d'Henri Sauvage. Pour vous, le baroque niçois côtoiera le purisme d'une villa d'Hélène Gray. Les grands jardins de Chantilly feront bon ménage avec la tour Eiffel et ces escouades de peintres cordistes que vous avez lancées après elle il y a quelques mois, car elle va retrouver sa teinte brun-jaune. Éclectique, dira-t-on. Erreur. Vous êtes un homme de polarité. Voilà tout. Et de ce qui est en tension naît une singularité. Au milieu des années 60, on suggéra au ministre André Malraux la démolition pure et simple du Grand Palais. La nef est finalement classée 2 ans avant votre admission. En 1973, c'était la gare d'Orsay qui était inscrite in extremis à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques. On allait la raser. Et les halles de Baltard n'y échapperont pas. Tout cela ne décide pas d'une vocation, mais peut éveiller à la mortalité de l'architecture moderne et industrielle. Depuis 20 ans, vous en êtes le serviteur et la sentinelle. N'êtes-vous pas capitaine de réserve dans la cavalerie? Combien de citadelles, de remparts, de bastions comptent vos campagnes, de Calvi à Bonifacio, d'Antibes à Villefranche? Vous saluez le moment Malraux-Chastel, décisif quand pour la première fois en 1963-65, des édifices du XXe siècle entrent, enfin, au patrimoine. Vous assumez un engagement militant pour cette architecture expérimentale. Les premiers édifices de ciment armé à l'époque de l'Art nouveau, les avant-gardes des années 1920 et 1930, la reconstruction des années 1950, une autre histoire de l'architecture, des matériaux inédits. Vous vous y faites un nom. Aviez-vous déjà à 20 ans l'amour chevillé des charpentes? Un lieu poétique, dites-vous. Il y a du Bachelard. Un lieu où se respire la pleine durée du temps, imprégnée dans le bois. Une hyperstructure faite de gestes d'artisans outillés et précis. Un lieu de pensée manuelle, de considération du matériau. Un lieu caché, dérobé. N'est-ce pas là un emblème? Car la discrétion vous oblige, monsieur, dans chacun de vos projets. Mieux vous effacez vos traces et cette action vous honore. Vous pratiquez le beau geste. Dans votre métier, disparaître est une courtoisie et s'éclipser un savoir-faire. Les architectes que vous servez
sont en cela vos obligés. Votre loyauté n'exclut pas la modernité, car tout chantier que vous conduisez avec un chantier est un chantier du XXIe siècle dans ses procédés technologiques et dévoué aux matériaux. Dans l'Espagne du siècle d'or, discreto, se disait de l'homme avisé dans ses choix et dans ses actions, habile à discerner. Monsieur, vous êtes un honnête homme, comme on l'était à l'âge classique. Avec générosité, n'avez-vous pas donné au ciment et au béton leurs lettres de noblesse? De l'honnête homme, vous avez les civilités et la figure. Il vous manquait l'épée. Elle va vous être remise. Vous l'avez voulu de pierre et de fer en la tirant trait pour trait de cette arme d'une statue à Rome, empoignée à la façade de l'église Saint-Louis des Français. Elle signe votre apanage italien. Les 5 églises françaises de la cité et la Villa Médicis, ses jardins, son décor reconçu par Balthus comme un rêve Renaissance. Depuis 1 an, vous travaillez au Palais Farnèse sur les 3 façades, San Gallo, Vignole et Della Porta, ainsi que sur la puissante corniche de Michel-Ange, souveraine. Le chantier est d'ampleur. Nettoyage des enduits, consolidation du parement en briques et des faces en travertin, révision de la couverture en tuiles, réfection des menuiseries d'après les dessins du XVIe siècle. Dans quelque temps, vous y mènerez aussi un travail de peintre pour unifier la patine de l'édifice. Cette attention picturale fait lien avec votre sœur Nathalie, artiste peintre. También pinta el tiempo, a dit Goya. Le temps, lui aussi, peint. Honnête homme, vous l'êtes en effet, car il y va d'une éthique. Servir l'authenticité du bâtiment, sa matière, son histoire, sa présence, son symbole parfois. L'intervention doit être minimale et pérenniser les éléments d'origine autant qu'il se peut. La restauration s'arrête là où commence l'hypothèse. Belle et heureuse formule de la Charte de Venise de 1964. Réduction du geste, compréhension de l'espace, ces valeurs, vous les retrouvez dans l'œuvre du plasticien minimaliste Donald Judd, qui vous accompagne depuis plusieurs années. Rien, sinon la précision du geste, rien, sinon l'évidence du plan, rien, sinon la magie de la lumière, rien, sinon la liberté de la pensée, rien, sinon l'émotion de l'architecture, sinon rien. Si la modernité vous hante et vous passionne, vous êtes romantique. Vous en avez l'idéalisme, mais aussi la conviction du rôle politique et spirituel de l'art, ainsi que le sens dialectique de l'individualité et de l'universel. Une sensibilité, enfin, en quête d'autonomie et de liberté. Par votre mère, disparue récemment, Sylvie Regnault-Gatier, native de Boston, vous ne descendez pas seulement du pont du légendaire Mayflower. Le pasteur Brewster, votre aïeul, était à son bord en 1620. Vous aussi, vous êtes issu d'une lignée de baleiniers au long cours. À chacun ses Moby-Dick, ses cachalots blancs, ses poursuites idéales. La vôtre est une quête patrimoniale du sens de l'architecture. Homme de coupole, disais-je. À travers elle aussi, vous marquez vos polarités en transitant de la Renaissance au mouvement moderne. Des stucs profus de Saint-Louis des Français à l'ossature béton armée de la basilique de Boulogne-sur-Berre. La coupole Bélanger de la Bourse de commerce était un morceau d'architecture taillé pour vous. François Pinault, qui devait nous rejoindre aujourd'hui, vous l'a confié. Une immense charpente en fonte de fer, commandée en 1807 aux forges du Creusot. La première qui fut érigée en France dans ce matériau d'industrie, elle vous attendait. Vous y avez saisi tout ensemble, le design nervuré de l'armature, les grandes peintures panoramiques sur toile marouflée, et au cœur de cette machine optique, une qualité de lumière que vous avez tâché d'atteindre au moyen d'un nouveau feuilletage de verre. Si cette coupole était faite pour vous,
c'est aussi parce que 3 audaces s'y accordent. 3 audaces se soutiennent, 3 audaces que vous avez servies fidèlement. Le plan circulaire de Nicolas Le Camus de Mézières, insolite dans le Paris des années 1760, la coupole elle-même, première alliance du genre entre l'architecte et l'ingénieur, comme celle qui vous unit à votre frère Jérôme, et aujourd'hui, la pureté de ce cylindre de béton que Tadao Ando a dressé sous la verrière. 3 programmes, une seule géométrie. De l'un à l'autre, aucune césure, pas la moindre entre la création radicale et le regard historique. Votre estime va à ces gestes intègres, des gestes d'architecte. Le vôtre, le leur, se pense dans la même confrontation entre l'histoire et la modernité. Voilà pourquoi cette coupole et sa rotonde disent beaucoup de vous. Ici, le tact s'accorde aux tranchées du geste. Tenez, prenons l'exemple de l'architecte Henri Deneux, un de vos grands anciens, comme vous me l'avez dit un jour. Nous sommes le 19 septembre 1914, une pluie incendiaire d'obus s'abat sur la cathédrale de Reims, prise pour cible. Les flammes s'emparent de l'édifice, la pierre des statues éclate, les vitraux de la grande rosace sont pulvérisés, la charpente s'effondre. Tout le grand comble médiéval, une invisible forêt de solives et de madriers, disparaît dans la fournaise. Une immense émotion saisit la ville, traumatisée. Là va commencer le grand œuvre d'Henri Deneux. Comme vous, architecte en chef des monuments historiques, pour reconstituer la charpente, il lui vient l'idée de reprendre le système à petits bois, inventé à la Renaissance par Philibert Delorme. Deuxième hardiesse, il n'opte pas pour le chêne, mais pour le ciment armé. L'histoire ne dit jamais son dernier mot. Ainsi, en 2 ans, je dis bien en 2 ans, le grand comble est recréé dans le matériau emblématique de la modernité. Une prouesse invisible au dehors, mais une charpente qui fait honneur à celle anéantie 10 ans plus tôt. On s'interroge, pourquoi ceux qui sont au chevet de Notre-Dame font-ils les ignorants? Voilà à vos yeux un idéal possible, ce point parfait entre l'intégrité et l'audace, le respect patrimonial et la création contemporaine. C'est une continuité de grandeur dans une admirable cohésion des temps. Vous y voyez une leçon. Vous avez à cœur, monsieur, de remettre à flot, de remettre sur pied et en ordre de bataille ce qui fut autrefois des avenirs possibles de l'architecture. Vous le faites résonner, vous les faites résonner au présent, car à vos yeux, quelque chose y bat encore. L'histoire n'est jamais close. Permettez-moi de distinguer votre travail sur la villa de l'ingénieur Henbick, bâtie à Bourg-la-Reine en 1901, comme une démonstration de force du ciment armé et de ses valeurs décoratives, ici fondue dans la langue de l'Art nouveau. Et aussi, moins célèbre, à Tours, l'imprimerie MAM, une œuvre totale d'architecture, de peinture et d'ingénierie, une fabrique idéale réalisée au début des années 1950 par Bernard Zerfus et Jean Prouvé. Chers amis, il vous déplaît que les choses meurent, quand bien même ce serait de leur belle mort. Notre compagnie vous le rend bien en vous faisant immortelle séance tenante et en vous installant au fauteuil numéro 9 de notre cher Paul Andreu, pour lequel notre admiration est immense et notre affection inextinguible. Paul ne me démentirait pas. Avec le temps, certaines audaces, certains coups de maître deviennent des classiques. Ce n'est pas une lumière fossile qui émane d'eux, mais quelque chose d'accompli qui les rend vivaces. Non pas seulement mémorables, j'insiste, vivaces. En architecture, il faut avoir, comme nous le rappelle Tadao Ando, une logique transparente, une logique claire de la composition et une application totale de cette logique. C'est de cette force de cohésion tenue de bout en bout que naît parfois un classique.
C'est elle qui lui permet d'être disponible à une multitude de devenirs. On peut transformer ses usages. Il ne s'altère pas. On peut composer en lui de nouvelles architectures. Il ne se dénature pas, car lui-même les a permises, en quelque sorte, suscitées. Vous dites, le projet de restauration doit souvent avoir un prolongement dans la création des architectures contemporaines. Je ne saurais vous donner tort. Je crois beaucoup, ajoutez-vous, à une certaine violence du choc, au geste qui s'exprime pour valoriser, magnifier la partie historique. Confrontation, le mot est important. Je voudrais ici en donner un exemple. Une ancienne piscine des années 30 devenue médiathèque à Saint-Mexan-l'École. Là encore, une ossature de béton. En ce lieu, entre Bernard Desmoulins, membre de notre académie que je salue, et vous-même, va se conclure une heureuse alliance entre l'écriture contemporaine et l'architecture historique. L'une, à travers l'autre, désamorce le soliloque. Je l'affirme, monsieur, la modernité est une attitude. C'est pourquoi elle parle à tous les temps. Certaines architectures ont déjà en elles des virtualités, des logiques constructives, des lignes de codage. Avec elles, le contemporain ne perd jamais ses droits. À de tels bâtiments, cher ami, vous prêtez main forte. Le mot authenticité est juste, mais il peut égarer si l'on veut comprendre le sens de votre métier, son esprit, je dirais même. Je lui préférerais celui d'intégrité, qui n'est pas ici pour moi une affaire de morale, mais un attribut de l'être, d'abord et avant tout, et voici pourquoi. Veiller sur un édifice, pour vous, est une mission, une loyauté. Remédier à tout ce qui a pu le séparer de lui-même, ne rien altérer. De quoi parle-t-on au juste? De forme, de structure, de matériaux, parfois même d'aura. En un mot, de l'être intégral, plein et entier. Un édifice est aussi fait de temps, de tout ce que le temps a fait de lui, des accidents, des traits acquis. Mais ce n'est pas cela seulement. Chaque édifice a une façon de réagir au temps qui tient à des dispositions intimes déjà inscrites en lui. Voilà le point, cher ami. Quand vous restaurez un édifice, quand vous le restituez à son point d'intégrité, ce n'est pas à son avenir que vous le redestinez, c'est aussi à son avenir que vous le redestinez aussi. Vous le rendez à toutes ses possibilités de devenir, à tout ce qu'il a en lui, à la fois d'exact et d'ouvert, d'originaire et de disponible. Alors, de liberté s'offre, rester vivace ou bien s'éteindre. En effet, les soins matériels n'empêchent pas toujours le déclin, et parfois un édifice s'efface du paysage avant même d'avoir connu la ruine. Parfois, pour se recharger, il lui faut passer par ce déclin, par cette pulsation d'usure et d'oubli, par cette extinction, plus ou moins lente, plus ou moins longue, pour rester vivace. Rien ne surpasse les belles résurrections. Le patrimoine ne pourrait-il pas être un ouvroir d'architecture potentielle, laissé à la discrétion des générations? Une réserve de matériaux d'art et de pensée. Vous le savez, on ne sait jamais ce que le passé nous réserve et on n'échappe pas à l'avenir. En 2005, avec le soutien du ministère de la Culture, vous avez pris l'initiative d'une mission d'assistance à la Nouvelle-Orléans. Au lendemain de l'ouragan Katrina, plusieurs voyages vont s'enchaîner. Dans cette ville, vous allez vous confronter à diverses épaisseurs traumatiques. La catastrophe naturelle, les morts, les blessés, la dévastation et l'empreinte aussi, héritée de l'esclavage et du colonialisme dans l'espace urbain lui-même et dans cette créolité dont parle Édouard Glissant. Par exemple, la polarité entre l'ancien quartier français du Vieux Carré, à peine touché par l'ouragan, et celui très populaire de Trémé, ravagé quant à lui. Ici, la ville de l'ancienne nobilité, là, celle des artisans et des esclaves affranchis. Deux mémoires conflictuelles sur lesquelles vous allez travailler. Cette mission de soutien patrimonial que vous avez menée, je voudrais en dire quelques mots, très brefs. Elle a fait corps avec l'attente d'une communauté
qui avait vécu l'abandon, plusieurs formes d'abandon. À la Nouvelle-Orléans, ce que l'on nomme la mémoire patrimoniale, l'émotion patrimoniale, l'idée politique du commun partagé, tout cela confine à la réparation au sens plein. Non plus le patrimoine, c'est à nous, mais le patrimoine, c'est nous. Comme on classe dans le Pas-de-Calais ces vieux sites miniers que la mémoire, elle, n'a jamais désaffectés. Fosses, chevalements, carreaux, machines. Ici, le patrimoine est un lieu de mémoire, un lieu d'appartenance vivace. Cette évolution du terme est toute récente. Notre héritage est précédé d'aucun testament, a écrit René Char. C'est pourquoi chacun doit s'en saisir. Il y a là pour vous un engagement, voire un credo. Permettez-moi de mentionner un chantier qui me semble emblématique, celui de la chapelle Notre-Dame de tout le monde et des sans-abri, à Noisy-le-Grand. Bâti en 1957 et classé monument historique en 2016, ce modeste édifice, fait de matériaux de réemploi, moellons, galets, tôles et plaques de fibrociment, une chapelle archaïque, élémentaire et savante, un grand toit très simple, 2 pentes qui touchent le sol. Cette chapelle est un pan d'histoire, le vestige d'un camp de 100 logis construit par l'abbé Pierre. Le jour de l'inauguration, plusieurs des personnes présentes ont connu le bidonville, ont vécu là quelques années d'enfance. La chapelle est pour eux un témoin vivace, un lieu enraciné, en un mot, leur patrimoine. Pour comprendre un édifice, il faut s'en faire biographe, et vous y excellez, monsieur. L'histoire est pour vous un matériau de chantier autant que la pierre et le ciment. Ainsi, quand on vous confie les jardins de la Villa Médicis, vous avez prêté la plus grande attention à la cohésion des époques, à ce que le temps avait conjugué et fusionné. Les parterres et les fontaines de la Renaissance, les chênes verts du XVIIe siècle et les pins parasols du XIXe siècle, une histoire indivise qui fait l'esprit du lieu. Patricia et vous avez choisi de vous y marier. Patricia, dont la sensibilité vous accompagne, restaurant savamment des décors peints. Édifices, jardins comme ceux de Chantilly ou de la Folie Saint-James, chacun des récits que vous recomposez s'appuie sur une collecte d'archives. Votre agence est un atelier d'enquête et d'écriture. Chacune de vos biographies raconte et explique le lieu, et chacune dessine le chantier à venir. Biographe, diagnosticien du matériau, chimiste, il manque l'anatomiste. Vous avez 22 ans et dans le cadre de votre stage de 4e année d'études à Quimper, chez Benjamin Mouton, on vous confie le relevé de la chapelle de l'église de Sizun. Crayon, papier à carreaux, dessiner subtilise la sensibilité du regard, le dessin apprend à voir. Voici une charpente de la Renaissance à berceau lambrissé, une charpente née dans ce morceau de Finistère, née de son paysage, de sa culture, un terroir, une architecture. L'initiation commence. Tandis que vous dessinez, vos traits de crayon réopèrent la logique des lignes des charpentiers. Ils se replacent dans les gestes des artisans du XVIe siècle, outillés et précis. Étudiant, vous avez voulu, chose singulière à l'époque, concilier l'architecture et l'histoire de l'art. Heureuse initiative. Vous sortirez major en 1991 du concours d'architecte en chef des monuments historiques. Vous choisirez aussi pour circonscription la Champagne, parce que l'on y trouve justement les plus belles charpentes. Votre agence y fera ses débuts. Je rappellerai que l'art français du tracé de charpenterie, cet art du dessin qui remonte au XIIIe siècle, est entré en 2009 au patrimoine immatériel de l'humanité. Vous-même, monsieur, avez présidé entre 2006 et 2015 l'ICOMOS France auprès de l'UNESCO. Vous y défendez et vous y défendrez une catégorie novatrice de patrimoine architectural, non pas l'édifice unitaire, mais une unité d'édifices dispersés sur plusieurs territoires et faisant corps à travers un nouveau langage. Ainsi, vous avez été le principal artisan du classement de l'œuvre de Le Corbusier. Cette langue corbusienne, vous en connaissez tous les mots et toutes les liaisons.
Il est naturel aujourd'hui de se tourner vers vous quand il faut la restaurer. La cité radieuse, l'immeuble Molitor en pavé et panneaux de verre, le lotissement ouvrier de Lège-Cap-Ferret, la villa Stein, les maisons à La Roche et Jeanneret. J'ajouterai ici l'impeccable villa E1027 d'Hélène Gray et de Jean Badoïssi. Le purisme de Le Corbusier accordé à la sensualité des jardins méditerranéens au flanc des restanques, tout devient par discorde, n'est-il pas vrai? La plus belle harmonie naît de ce qui diffère. Il est un pivot dans cette carrière, ce voyage américain de 1991, essentiel comme un vent de liberté. Cette année-là, le prix Richard Maurice Hunt, soutenu par la Fondation américaine d'architecture, vous est remis. Vous devenez fellow. Vous effectuez un séjour d'études d'une demi-année. L'itinéraire débutera à Washington, traversera la Virginie, le Maryland, se prolongera à la Nouvelle-Orléans, Los Angeles, Chicago, avant de regagner la capitale en transitant par New York. Voyage décisif car il va vous initier à un nouveau champ d'études. Votre projet est de vous confronter à l'architecture du XIXe siècle et du XXe siècle, à l'urbanisme de plan régulier. Nouveaux thèmes, nouvelles constructions, nouveaux enjeux patrimoniaux, de tout cela, vous tirerez une méthodologie, une doctrine de conservation. Vous avez, cher ami, le goût du travail. Vous abattez ce travail comme un bénédictin. L'endurance est votre fort. Vous avez remporté en 1982 le Cross du Figaro. Cette même année où l'on sortait Les Chariots de feu, votre film fétiche, confidence de votre ami Damien Deschlet. Ce goût du travail, c'est à cette enseigne que vous fîtes votre éducation auprès des jésuites et au sein d'une famille éprise de culture, elle-même transmise à vos deux enfants, Céleste et Félix. Une famille qui comptait déjà 2 architectes, votre arrière-grand-père et père, Félix, architecte voyer de la ville de Paris et ancien résistant. De lui, vous tenez un peu cette passion patrimoniale. C'est en effet sous son égide que fut menée la réhabilitation de l'îlot Saint-Paul au cœur du Marais. Un chantier de près de 15 ans, André Malraux l'avait sauvé de la démolition. Votre père atteindra l'équilibre entre la mission de restauration et une politique de logement locatif. Car entre le métier de votre père et le vôtre, il est un commun dénominateur, les usages du passé. Je voudrais pour finir évoquer pour vous la Villa Kérylos, la Villa Ephrussi de Rothschild, l'Opéra Comique, les cathédrales de Langres, la cathédrale de Langres, le domaine de Chantilly et la Villa Médicis. Quel est le fil conducteur de ces 6 chantiers que vous avez dirigés? Dans chacun, vous évoluez au cœur d'une fiction architecturale. Ici, une villa de la Grèce du 1er siècle, ranimée en pleine année 1908. Là, un palais Renaissance bâti à la Belle Époque. Ici, un théâtre 18e à l'italienne, du temps d'Edmond Rostand et de Sarah Bernard. Là encore, un chantier médiéval qui reprend vie. Ici, un château arasé à la Révolution, des jardins à la française effacés. Les voilà maintenant qui sortent des limbes et qui réapparaissent. Car à Chantilly, en effet, le duc d'Aumale aura vu les choses en réalité augmentées. Rehaussé dans un rêve d'architecture qui était le sien. Tout cela, pourquoi? Par mélancolie du temps? J'y vois une aspiration. Poursuivre ce qui semblait achevé. Lui donner cours, comme si le passé recelait des virtualités qui ne demandaient qu'à exister. Voyez à la pointe de Beaulieu la Villa Kérylos qui s'avance dans la mer comme une sentinelle blanche. Il y a 3 ans, vous avez clos sa restauration. Elle fut bâtie en 1908 par un membre de notre académie, Emmanuel Pont-Trémoli. Qu'est-elle dans son essence? La résurgence d'un modèle mythique perdu qui se soulève des eaux et émerge du temps. Voyez comme elle ruisselle d'antiquité et comme elle respire d'avant-garde, absolument archaïque et absolument actuelle. Je conclurai par cette merveilleuse phrase de Georges Didi Huberman, tirée de l'image survivante. Le temps ne fait pas que s'écouler. Il se construit et il s'écroule. Il s'effrite et se métamorphose. Il s'enterre et ressurgit. Il glisse
il tombe et il renaît. En un mot, cher ami, cher Pierre-Antoine, il n'était que temps que de t'accueillir parmi nous. Bienvenue. Merci, chers confrères. Mesdames et messieurs, l'usage et les statuts de notre compagnie prévoient que la première intervention de chaque nouvel académicien sous cette coupole soit pour lui l'occasion de prononcer l'éloge posthume de son prédécesseur, qu'il en retrace ainsi la vie et qu'il en expose l'œuvre. Cher Pierre-Antoine Gattier, puissiez-vous ainsi, par vos mots, rendre l'hommage qu'il mérite à notre regretté confrère Paul Andreu, qui avait été élu dans notre compagnie le 19 juin 1996 au fauteuil laissé vacant par la disparition d'Henri Bernard. Paul Andreu avait été installé sous cette même coupole le mercredi 22 septembre 1997 par notre confrère Marc Saltet. Chers confrères, vous avez la parole. Chers amis, nous rendons hommage à Paul Andreu, architecte, ingénieur, écrivain et peintre. Paul Andreu, l'un des plus grands architectes français du XXe siècle, l'un des plus grands créateurs de l'histoire de l'architecture contemporaine. Citons Roissien en 1974, la Grande Arche de la Défense en 1989, Roissy 2F en 2003, le Grand Théâtre national de Pékin en 2007, puis la couverture des fouilles archéologiques de Bibracte en 2006, et tant d'autres projets qui lui ont valu les plus hautes distinctions françaises et internationales. Rappelons le Grand Prix national de l'architecture en 1977, le Grand Prix de la Fondation Florence Gould en 1989, le prix Aga Khan d'architecture en 1995, le Grand Prix du Globe de Cristal de l'Académie internationale d'architecture en 2006. Mais il faut décrire le lieu de cet éloge. Nous rendons cet hommage sous la coupole de l'Institut. Elle est la coupole de Louis Levaux, une architecture savante du XVIIe siècle qui interroge l'Antiquité, regarde la Renaissance et se confronte au dessin baroque romain dans une articulation des géométries les plus régulières, le carré, le cercle et l'ellipse. Une architecture symbolique du sacré, une géométrie maîtrisée, un art de la construction dominé avec un matériau unique, le calcaire de l'Oise, générant cet espace monochrome. Mais c'est une architecture restaurée en 1959 par André Guton, architecte membre de l'Institut. Il efface toutes les traces du XIXe siècle. Voici donc le XVIIe siècle regardé par le XXe siècle. C'est le lieu où tous ensemble, nous pouvons célébrer Paul Andreu, lui qui ne cessa d'aimer la courbe, la géométrie et les mathématiques. Architecte, ingénieur, écrivain et peintre, il incarne l'esprit savant de la Renaissance qui embrasse largement le monde, ne pouvant se satisfaire d'une seule pratique. Il rêve
l'utopie de l'œuvre totale. Inventer l'éloge à la Renaissance. Le temps de la Renaissance peut nous aider à comprendre Paul Andreu en profondeur. Évoquons Giorgio Vasari, architecte et peintre florentin. Il est l'auteur mythique des vies des plus excellents peintres, sculpteurs et architectes. Il est l'inventeur, en 1550, de la monographie d'artistes. Respectons ce modèle, car Paul Andreu est l'héritier de l'homme de la Renaissance, et relisons chez Vasari, parmi les 40 portraits d'architectes, celui que regarda Paul Andreu comme l'un des précurseurs de l'architecture de la grande structure, Filippo Brunelleschi. La vie de Brunelleschi est un long récit centré sur son grand œuvre, le dôme de Sainte-Marie-des-Fleurs à Florence. Une coupole monumentale réinventant l'Antiquité par son dessin et son principe constructif. Mais Vasari introduit la vie par un portrait moral de Brunelleschi, qui précède la présentation du projet du dôme, prolongé ensuite par chacun des autres projets. Voilà ce qui doit être fait. Dire l'homme, son grand œuvre, puis toutes ses architectures. Symbole de son attachement à chacune des vités, Vasari conservait un dessin de chaque artiste. Tous les carnets de dessins de Paul Andreu sont conservés aujourd'hui à la Cité de l'Architecture grâce à sa femme Nadine Hegel-Sandreu. Et voilà, la vie de Paul Andreu, le portrait. Paul Andreu incarne la passion d'architecture comme un engagement pour toute une vie. Une vie qui est une quête grâce à la persévérance et au dépassement permanent en architecture, par l'innovation, le renouvellement, le déplacement, le voyage, grâce au désir. Tel est le nom qu'il donne à cette énergie de création et d'art. Une vie qui est exigence, en s'imposant les domaines d'architecture de la plus grande complexité. Une vie de création pour l'art, une nécessité de dessin, une pratique permanente, obsessionnelle. Une vie de doute face à la création, mais aussi d'inquiétude, d'une façon très profonde, celle que suscite la répétition, quand s'impose à l'architecte spécialiste d'aborder en permanence le même programme. Une vie de liberté pour soi, mais qui a la conscience de la transmission, renouvelant le legs reçu de ses parents professeurs agrégés. Être époux, être père. Une vie d'architecture, d'ingénierie, d'écriture et de peinture. Si Paul Andreu a été chacun de ces artistes, il a été avant tout architecte et ingénieur, devenant ensuite écrivain et enfin peintre. Mais tout cela, nous apprend Paul Andreu, c'est vouloir devenir architecte. Il nous dit « J'ai compris qu'on n'était jamais architecte, pas plus qu'on est peintre ou poète, mais qu'on pouvait chaque jour le devenir un peu plus, que ça valait la peine. » Le temps de la formation. Une biographie juste doit rappeler son cheminement prestigieux. Classe préparatoire à Louis-le-Grand, puis les grandes écoles d'ingénieurs, Polytechnique, l'école des ponts des chaussées, et enfin, après ce long parcours, le diplôme d'architecte de la si belle école des beaux-arts. L'atelier Lamache,
qui portait une architecture moderne avant même la réforme d'André Malraux en 1968. Rappelons-nous ces écoles, encore parisiennes, cœur vivant du quartier latin. Elles sont la rive gauche, intellectuelles et artistes, mais des mondes et institutions séparés qui imposent des parcours entrepris successivement. Depuis le temps des Lumières, à la fin du XVIIIe siècle, être architecte ou ingénieur est un choix pour des pratiques divergentes. Paul Andreu, par ce long apprentissage, réinvente le modèle idéal, faire architecture et savoir construire la complexité. Vitruve, auteur antique du premier traité d'architecture, tant relu depuis la Renaissance, définit ce que doit être un architecte. Il doit être un tout, être théoricien, savoir l'histoire et le modèle grec, pouvoir tout concevoir, être un constructeur. Paul Andreu a voulu être tout cela. L'enchaînement des écoles, de Polytechnique aux Beaux-Arts, construit le récit d'un temps d'apprentissage. Il ne dit pas le vrai parcours de Paul Andreu. Diplômé des Ponts et Chaussées, Paul Andreu intègre Aéroports de Paris en 1964. Il rejoint les équipes en charge d'Orly et simultanément étudie aux Beaux-Arts. Fusion des grands travaux et de l'architecture, tout expérimenté comme le commandait Vitruve. Se former dans les écoles, mais aussi dans les départements d'Aéroports de Paris, être ingénieur pour être architecte. Le projet était bien celui d'une vocation d'architecte. Paul Andreu nous dit encore « C'est arrivé d'un seul coup. J'ai décidé de devenir architecte. J'avais juste 20 ans et je demandais à quoi passer ma vie. La science, l'art, les deux m'intéressaient. Pourquoi pas l'un et l'autre? N'y avait-il pas des lieux de confluence? L'architecture, sans doute, parce que j'en ignorais absolument tout, m'a paru être l'un d'eux. » Relisons encore Paul Andreu disant sa vocation « J'ai décidé de devenir architecte ». Cette phrase essentielle est de façon spectaculaire la première ligne de son livre « Archimémoire ». Il est publié en 2013. Paul Andreu, à 75 ans, redit la force de son choix, jamais oublié, jamais remis en cause. Reprenons. La vie de Paul Andreu, le grand œuvre. Où concevoir Roissy à 30 ans. En 1964, Paul Andreu rejoint Aéroports de Paris. Désir à 26 ans de vivre la modernité, les nouvelles technologies et les nouvelles architectures. Orly, symbole national d'un pays reconstruit, a été inauguré en 1961. Œuvre célébrée d'Henri Vicario. Il est polytechnicien, ingénieur des ponts et architecte. Il est de 30 ans son aîné, un modèle à dépasser. Mais Paul Andreu n'évoquera jamais la question de l'ambition personnelle. Le modèle à dépasser n'est jamais l'autre, sans doute soi-même, toujours l'architecture. En 1967, lui est donnée la responsabilité du projet de Roissy II. La responsabilité du projet de Roissy, deuxième aéroport parisien, qui sera l'une des icônes parmi les grands projets initiés au temps du général de Gaulle. Réussir le très grand projet comme première œuvre, un destin rare, car peu d'architectes l'ont fait. Renzo Piano à Beaubourg, ce cher Dominique Perrault avec la grande bibliothèque, une commande, un moment,
un architecte pour un destin. Paul Andreu invente Roissy comme un système complexe, comme un assemblage, telle une structure moléculaire qui respecte les enjeux de hiérarchie fonctionnelle. Roissy, une aérogare circulaire avec une couronne de satellites, un modèle nouveau réinterrogeant l'architecture de l'aéroport, en rupture radicale avec le bâtiment hangar à tribune, scénographié depuis Le Bourget dans les années 30. Paul Andreu engage une réflexion fonctionnelle qui introduit les déplacements, voitures, voyageurs, avions, l'architecture et mouvement. Il dira qu'il doit identifier les parcours pour construire l'architecture autour de ces tracés, en mobilisant la géométrie et les mathématiques, inventant une nouvelle architecture cinétique. Roissien, dessiner le cercle. Roissy est un cercle, une géométrie parfaite. Il est la citation des plus grands moments de l'histoire de l'architecture. Les modèles antiques de l'architecture romaine, le Panthéon, le mausolée d'Adrien. Il est encore la citation des rêves savants des architectes de la Renaissance, Alberti et Brunelleschi à Florence. Il est la réinterprétation des utopies du XVIIIe siècle avec Étienne-Louis Boullé, professeur à l'école des Ponts des Chaussées, qu'il a beaucoup regardé. Le cénotaphe de Newton et la Bibliothèque royale. Des images devenues mythiques, des programmes complexes exprimés par une forme simple, par un travail pur de géométrie. Pourtant, la référence n'est jamais immédiate et l'œuvre de Paul Andreu ne peut être résumée à une simple reprise d'une référence, même spectaculaire. Lui-même évoquera cette nécessaire distance par rapport à la référence. Lors de son discours d'installation, ici, Paul Andreu rend hommage à Henri Bernard. Il décrit son œuvre majeure, comme l'aurait fait Vasari, la maison de la radio. Temporalité signifiante, construite en 1963, elle préfigure Roissien. Paul Andreu s'insurge contre ceux qui réduisent l'œuvre à une simple transposition du mausolée d'Adrien, le château Saint-Ange à Rome. On comprend que cet engagement à défendre Henri Bernard est également une expression de sa relation distendue avec le modèle référent. Ainsi, Paul Andreu construit la rupture en architecture en se saisissant de l'héritage, savoir créer et dire l'histoire. Créer et dépasser. La géométrie pure du cercle est une quête conceptuelle de Paul Andreu. Créer la forme réduite qui engloberait le tout. Il faut mesurer l'engagement de Paul Andreu, la puissance de conviction, la volonté, comme la capacité de contrôle pour que cette forme englobante existe jusqu'au bout du projet. Tout doit être soumis à la forme puriste. Seul un matériau radical pouvait exprimer cette tension à Roissy. Paul Andreu choisit le béton armé. L'aérogare de Roissy-Charles de Gaulle est un cylindre de béton armé, une architecture-sculpture, lisse ou rayée, texturée, un manifeste brutaliste, au poteau cyclopéen en Y. Je le cite. Paul Andreu nous dit « Une autre chose est devenue aussi importante pour moi, la vérité. C'est au nom de la vérité que je trouvais juste de conserver l'apparence du béton,
avec autant de soin que s'il s'était agi de la pierre la plus riche. Voilà, c'est un manifeste brutaliste construit. L'œuvre n'est plus utopie, malgré son abstraction, elle est destinée à être construite. Dessiner le béton armé, dessiner la lumière. Dessiner toujours. Paul Andreu se saisit du dessin dès 1969. Il note cette date fondatrice pour ne jamais cesser. Dessiner carnets après carnets, jusqu'à ne pouvoir s'en passer. Dessiner la courbe, trouver la forme qui devra ensuite être construite. La primauté est donnée au dessin, confirmant encore l'intuition de la Renaissance, il primo del disegno. Le cylindre parfait est un volume clos, opaque, mais c'est un bâtiment annulaire dégageant un vide central, qualifié par Paul Andreu de puits de lumière. Le béton plein en façade, le pan de verre au cœur de l'aérogare. Espace lyrique, traversé de 6 passerelles obliques, écho de théories de Claude Parent, notre grand ancien. Elles sont l'expérience poétique du passage vers l'envol. Roissillien est un objet nouveau. Reprenons la vie de Paul Andreu, les autres grands projets. La Grande Arche, dessinée pour un autre architecte et vouloir respecter son dessin. Tous les projets de Paul Andreu sont des créations totales. La Grande Arche de la Défense est autre. Elle est l'œuvre de Johann Otto von Schreckelsen, lauréat en 1982 du concours international, l'un des grands projets du président François Mitterrand. Schreckelsen ponctue le grand axe historique de Paris par ce grand cube évidé célèbre aux parois immaculées, le nouvel arc de triomphe. Paul Andreu, avec Aéroport de Paris, est choisi pour sa compétence constructive, pour accompagner Schreckelsen, puis pour porter totalement le projet après le retrait du grand architecte danois et son triste décès en 1987. Être celui qui apporte à l'architecte la technique la plus complexe. Être celui qui dessine pour réaliser avec le respect le plus strict l'œuvre de l'autre architecte. Faire face à l'absence, faire vivre l'architecture. Et pourtant, quand pour la Grande Arche, il lui est demandé de créer, redevenir soi-même. Être soi-même, c'est encore dessiner le cercle, se saisir de la géométrie et de l'histoire. Écoutons Paul Andreu. Le principe de base de Schreckelsen, c'était le cube. J'ai introduit le rond un peu partout. Sur le toit, j'ai tracé un cercle. Je n'ai pas inventé cela. Le rond dans le carré dans le rond sont courants au Moyen-Âge. Toutes les églises médiévales jouent sur cette symbolique du ciel et de la terre. J'ai introduit les courbes qui me sont chères. Dessiner pour l'autre, dessiner encore le cercle et réussir le nuage. Structure tendue sous l'arche dont la conception est partagée avec Peter Rice, l'immense ingénieur de Beaubourg. Ensemble, ils recomposent le duo architecte-ingénieur établi au XIXe siècle. Paul Andreu est l'architecte,
Peter Rice est l'ingénieur. Dessiner encore l'aéroport. Paul Andreu et Aéroports de Paris multiplient les projets d'aéroport. Abu Dhabi, Jakarta, Le Caire, Bordeaux, Nice, Montpellier, Athènes, Berlin, Séoul, Bangkok, Shanghai, Dubaï et tant d'autres projets. Roissy 2, le chef-d'œuvre absolu de Roissy 2F. Renoncer enfin à la figure fermée du cercle de Roissy 1 qui ne permet pas de modification ou d'extension. Inventer un système de lignes courbes, inventer des coques qui protègent en béton, en verre, inventer des grandes halles métalliques, espaces de lumière qui renouvellent les rêves constructifs de Hittorf et des gares du XIXe siècle. Ainsi, savoir réinventer, savoir se réinventer grâce au dessin, à la géométrie, à la courbe qui dit le mouvement, la courbe rêvée dans le carnet de dessin. Savoir reprendre toujours. Roissy 1 est le dessin du premier carnet fondateur. Roissy 1 sera encore le sujet d'étude du dernier carnet. Sans doute un grand cercle d'une vie d'architecture. Paul Andreu nous dit « Dessiner dans mes carnets était devenu une activité vitale. Toujours des dessins, je cite, toujours des dessins à l'encre noire. Pour écrire, pour dessiner, je n'avais qu'un instrument, mon stylo. » Voilà quelque chose de l'ordre de l'endurance qu'il découvre et s'impose à lui-même. Une endurance riche comme douloureuse. J'ai découvert ce qu'un travail long, traversé d'impatience ou de désespoir, constant, opiniâtre, apporte de poids aux intuitions. Épuiser l'aéroport, au risque de se répéter. Paul Andreu nous dit son interrogation. Et c'est peut-être ce moment qui m'a le plus bouleversé. Grâce à l'histoire de l'architecture qu'il sollicite sans cesse. L'attention que j'ai portée alors aux œuvres de Sinan a été déterminante. J'ai été passionné par la manière dont, à partir de l'inspiration initiale de la basilique Sainte-Sophie de Constantinople, Sinan avait, projet après projet, fait évoluer la forme des mosquées ottomanes. J'ignorais ces autres projets. Je pensais qu'il n'avait jamais conçu et construit que cela, des mosquées, fidèles à un modèle, mais en évoluant sans cesse, ne se répétant jamais. Pour moi, qui ne faisais que des aérogares, Sinan prenait la figure d'un père exemplaire. J'interrogeais son œuvre avec une sorte de piété filiale. Interroger l'histoire, la plus grande architecture, solliciter d'autres cultures, d'autres mondes. L'aéroport de Jakarta, achevé en 1991, qui lui vaut le prix Aga Khan d'architecture en 1995, est la démonstration que la géométrie peut dire le contexte et que la fonctionnalité peut se saisir de l'écriture vernaculaire indonésienne. L'aéroport de Jakarta est un village dans un jardin, intuition de nos problématiques actuelles pour, je cite, réconcilier la nature et l'univers technologique. Dessiner pour partir. La Chine et l'Opéra de Pékin. Être loin de Paris pour l'ailleurs,
au plus loin, découvrir le monde, découvrir la Chine, gagner le concours international pour la construction du Grand Théâtre national de Chine en 1999 et transformer Pékin avec une œuvre de sérénité au-devant de la cité interdite. Être dans la ville avec une voûte, une coupole telle une magnifique goutte d'eau monumentale. Elle est lisse, brillante, transparente. Elle est un voile courbe, autonome, donné à la visite et à la déambulation. Il est le masque qui abrite les 3 grandes salles. Au milieu d'un grand plan d'eau, le théâtre réinvente le paysage de la tradition chinoise, tel un rocher-île. C'est un miroir d'eau, un paysage et un écrin. Soulignons comment l'accès au théâtre relève du parcours initiatique, puisqu'il faut emprunter un passage immergé sous le miroir d'eau, mémoire des passages emblématiques de Roissy 1, du noyau au satellite. Tout dessiné pour que la forme englobe le tout. Le Théâtre national est une œuvre totale, de la grande échelle au plan masse jusqu'au détail. Tout est dessiné par Paul Andreu, comme le grand Charles Garnier à Paris, qu'il admire tant. Encore la maîtrise, le contrôle, ne jamais révéler l'âpreté du projet, ne jamais révéler l'âpreté du chantier. Lumière, reflet, son, émotion, matière. L'Opéra de Pékin regarde aussi toute la ville et les toits de la cité interdite au travers de sa verrière. Une forme pure, aurait dit Le Corbusier, qui redessine Pékin, une forme pure qui invente un lieu. Paul Andreu pourra nous dire, de tous mes projets de cette période, de tous mes projets en général, le Grand Théâtre national de Chine a été le plus important, le plus difficile, le plus signifiant. Protéger l'histoire et dessiner le plus léger. La grande structure en titane protège les 3 salles de l'Opéra de Pékin. La grande structure est une enveloppe, une protection, mais aussi une mise en architecture. Sur le site archéologique de Bibracte du Mont-Beuvray, Paul Andreu conçoit une structure qui protège la mémoire des sols. Couvrir pour protéger, couvrir pour conserver le patrimoine. La matière archéologique est incompatible avec la manière enseignée depuis Vitruve de poser et d'ancrer l'architecture. Et à Bibracte, Paul Andreu conçoit, avec Bernard Vaudeville, des portiques tridimensionnels avec des appuis ponctuels posés sur des platines lestées de sacs de gravats. Après, la grande structure de l'aérogare et des pistes d'envol, l'expérience de la légèreté qui protège, qui effleure simplement le sol. Voilà pour lui, je cite, un nouvel abri, la figure fondatrice, mythique de l'architecture. La structure de Bibracte a été dessinée pour être déplacée au rythme du chantier de fouille. Paul Andreu a inventé l'architecture de l'aéroport qui couvre le mouvement des voyageurs et des avions. Désormais, l'architecture et l'abri des fouilles de Bibracte est en mouvement, rompant avec la rigidité de tous ces projets monumentaux.
aboutir en célébrant l'ultra-légèreté. Enfin, comme le titre de son roman, publié en 2013, après l'architecture, après les drames et les difficultés, déplacer l'architecture vers l'atelier du peintre pour dessiner le bleu. Dessiner ou peindre le noir et le bleu, peindre toujours le même format, sur le même papier rapporté de Chine. L'agence le matin, l'atelier l'après-midi, sans contrainte, une liberté. Enfin, comme l'artiste de la Renaissance, et puis écrire. Être l'histoire et devenir patrimoine. Paul Andreu, être l'histoire. Pour Vasari, le grand architecte est l'auteur d'un chef-d'œuvre. Et chaque autre projet redit l'œuvre accomplie. Sinan a su, pour chaque projet, réinventer le premier chef-d'œuvre. Et chacun de ces projets est aujourd'hui célébré, considéré, désigné comme un monument patrimonial. Paul Andreu a réalisé le chef-d'œuvre de Roissien, l'Opéra de Pékin et tant d'autres. Il est temps de considérer Roissy comme un monument, comme un édifice patrimonial majeur. Comme la coupole de Levaux, Roissien doit être classé monument historique. André Malraux, pour le général de Gaulle, a eu l'intuition que le patrimoine était un tout, que notre histoire, jusqu'à la plus récente, inventait les nouveaux monuments historiques. André Malraux ouvre le monument historique au XXe siècle. De nouvelles architectures, de nouveaux architectes, de nouveaux matériaux, une nouvelle temporalité et de nouveaux territoires. Faisons reconnaître l'intérêt patrimonial des objets modernes. La ville du Havre d'Auguste Perret et l'œuvre architecturale de Le Corbusier sont inscrites au patrimoine mondial. Roissien doit être un grand monument historique célébré, conservé et confronté chaque jour aux enjeux d'usage et de transformation. Une rencontre avec Paul Andreu. Tenter d'écrire l'éloge de Paul Andreu pendant de longs mois est une rencontre. Architecture, livre, peinture, tout ne peut être saisi. Mais les témoignages recueillis, la critique architecturale, mes passages répétés à Roissy-de-F pour le vol de Rome m'ont fait approcher un très grand architecte. Une exigence, un doute permanent, une conscience de l'histoire, la passion de devenir, d'être architecte pour produire une grande œuvre. Paul Andreu regardait l'architecture, regardait les autres architectures, celles qui l'inspiraient. Il y avait Victor Louis, Charles Garnier, puis Alvar Aalto, Saarinen, l'exceptionnel Renzo Piano, puis le très grand Tadao Ando. Tadao Ando, dont les monographies s'alignent dans sa bibliothèque. Tadao Ando, l'architecte qui m'a bouleversé. Avec l'agence NEM, nous avons partagé l'aventure de la Bourse de commerce Pinault Collection, qui affirme la fusion respectueuse entre patrimoine et invention architecturale. Le Centre Pompidou a honoré en 2018 Tadao Ando, ce maître de l'architecture contemporaine, par une grande exposition. L'inauguration a été
une célébration d'architecture. Ce soir-là, j'ai vu se rassembler les plus grands. Paul Andreu, Tadao Ando, Christian de Porzampar, Jean Nouvel, Renzo Piano et Dominique Perrault. Mais en fait, c'était un adieu. Paul Andreu décède le 11 octobre 2018. Il avait 80 ans. Il avait su devenir architecte. Il avait su nous montrer comment devenir architecte. Alors, célébrons Paul Andreu, architecte, ingénieur, écrivain et peintre, inventeur des grands monuments historiques contemporains. Je vous remercie. Cher Pierre-Antoine Gattier, soyez le bienvenu dans notre académie. Chers confrères, chers amis, cher Pierre-Antoine, soyez le bienvenu dans notre compagnie. Merci pour le très bel hommage que vous avez rendu à Paul Andreu. Merci beaucoup. Merci à vous, mesdames et messieurs, d'avoir bien voulu assister aussi nombreux à cette séance d'installation et d'avoir ainsi entouré de votre amitié notre nouveau confrère et ami Pierre-Antoine. Dans un instant, son épée d'académicien lui sera remise ici au cours d'une cérémonie plus informelle et amicale. Je vous demande donc de bien vouloir conserver votre place, même si je déclare officiellement que la séance est levée, que cette séance d'installation est levée. Pardon. Eh bien, merci, Madame la Présidente, chère Astrid. Tout d'abord, chers amis, si vous allez sur le site Internet de l'Académie des Beaux-Arts et que vous téléchargez la lettre, cette belle lettre à laquelle collaborent Nadine et Gels, bien sûr, avec nous, vous y verrez la dernière lettre consacrée à l'opéra, qu'on peut d'ailleurs vous envoyer si vous nous écrivez, et dans laquelle se trouve un très beau texte de Paul Andreu sur l'opéra, qui est quelque chose de tout à fait admirable. Alors, cher Pierre-Antoine, vous avez choisi M. Jean-Jacques Ayagon, que nous connaissons si bien, pour vous remettre votre épée d'académicien. Je dois vous dire que je ne suis pas certain de vous voir à chaque séance pouvoir faire ce que personnellement je fais, avoir l'épée d'ici. Mais ça va être un challenge très intéressant. Monsieur le ministre, cher Jean-Jacques Ayagon, je vous prie donc de bien vouloir rejoindre Pierre-Antoine Gattier à cette tribune et je vous laisse la parole car je ne doute pas que ce que vous avez à faire maintenant vous fait un grand plaisir. Secrétaire perpétuel. Madame la Présidente, Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire perpétuel, Mesdames les académiciennes, Messieurs les académiciens, Monsieur le chancelier de l'Institut, cher Dominique Perrault, cher Pierre-Antoine Gattier, après tant de fortes et belles paroles entendues sous cette coupole, je ne vais surtout pas m'aventurer dans l'aventure d'un nouveau discours et ajouter un discours à des discours remarquables. La Présidente nous l'a dit, nous sommes désormais dans un temps informel
Nous sommes dans le temps de la réjouissance et de l'amitié. Je me contenterai, mesdames et messieurs, après vous avoir tous très amicalement salués, je me contenterai de remercier Pierre-Antoine Gattier, qui est désormais pleinement membre de votre illustre compagnie, d'avoir bien voulu m'inviter à présider son comité de l'épée. Je lui sais gré de l'avoir fait alors que tant de présidences plus flatteuses pouvaient se présenter à son choix. Il l'a fait, s'il l'a fait, c'est sans doute par attachement à notre véritable amitié, mais également en témoignage de quelques aventures exaltantes que nous avons partagées et que nous partageons toujours. Ces aventures sont celles des chantiers où nous avons, lui en qualité de maître d'œuvre, moi en qualité de représentant d'un commanditaire exigeant et éclairé, François Pinault qui regrette beaucoup de ne pouvoir être parmi nous aujourd'hui. Et vous savez, Pierre-Antoine, les raisons impérieuses qui lui ont commandé de ne pas venir parmi nous cet après-midi. En tout cas, moi, comme représentant de ce commanditaire cher, exigeant et éclairé, nous avons, vous et moi, et je crois non seulement tenté, mais également réussi à rendre leur pleine vérité à quelques bâtiments exceptionnels. Notre géographie partagée est devenue ainsi à la fois parisienne et bretonne. Elle nous a conduits vers de belles adresses, la rue de Viarme, la rue du Bac, le boulevard de la Mer à Dinard, et aujourd'hui la rue des Saints-Pères. Cette géographie, dans la grande tradition française d'association de l'histoire à la géographie, nous a également permis de passionnantes excursions dans l'histoire, dans une grande histoire, en l'occurrence celle de l'architecture, ce grand art qui sans cesse se renouvelle sans jamais se renier. J'ai pu, cher Pierre-Antoine, admirer le talent d'un architecte en chef des monuments historiques, disposé à se passionner à la fois pour la colonne de l'hôtel de Soissons, demeure parisienne, dernière demeure parisienne de la reine Catherine de Médicis, et pour l'usage impressionnant du béton par Michel Rouspitz, ce grand architecte de la première moitié du XXe siècle. Je n'ai également cessé d'être impressionné par votre capacité conjointe à animer les chantiers les plus complexes dans une relation complice et ferme à la fois, parce qu'il faut l'être, avec les entreprises, notamment les entreprises du patrimoine, dont je vois tant de représentants parmi nous ce soir, et en même temps, comme dirait l'autre, à vous livrer aux études historiques les plus pointues afin d'explorer avec justesse tous les ressorts de la personnalité d'un bâtiment. C'est ainsi qu'à la faveur de recherches exigeantes dans les archives du Wallraf Museum de Cologne, vous avez mis en relief, après d'autres, mais avec encore plus de précision documentaire, la part déterminante prise par le jeune Jacques-Ignace Hittorf dans la conception de la coupole de François-Joseph Bélanger à la Loblé, qui est toujours la bourse de commerce, siège désormais de la collection Pinault à Paris. Notre amitié et notre estime étant, je crois bien, réciproques, c'est avec joie que je vais maintenant, au nom du comité de l'épée, dont je salue et remercie tous les membres, notamment tous ceux qui ce soir sont présents dans cette assemblée, au nom de tous ces membres, je vais vous remettre, cher Pierre-Antoine, cher maître, cette épée si singulière, le secrétaire perpétuel l'a dit. C'est vous qui l'avez conçue, c'est vous qui l'avez désirée, c'est vous qui l'avez dessinée. Dans un instant, vous nous en dévoilerez chacun des symboles, chacun des secrets, chacun des clins d'œil, avec la gravité et la malice conjointe qui vous caractérisent.
Cette épée de pierre et de fer, symbole de votre nouvelle dignité, les épées ont souvent, dans l'histoire des hommes, signifié la dignité. Je me souviens des Scramasax et des Sparta qui accompagnaient les rois mérovingiens dans leur course vers l'immortalité. En tout cas, cette épée de pierre et de fer, symbole de votre nouvelle dignité, n'est pas faite pour percer, n'est pas faite pour trancher qui que ce soit ou quoi que ce soit. Sinon, les ténèbres de l'ignorance, la nuit du mépris des arts et l'oubli de la raison qui nous inonde aujourd'hui de sa belle lumière et inonde également avec chaleur le souvenir de Paul Andreu. Je vous remercie. Cette épée ne peut être tenue qu'à deux mains. Je m'inquiète de l'assemblage entre pierre et fer qui n'a jamais été tenté pour une épée. Et je pense que si je la brandis d'une main, elle se fracassera, commencera le chantier de restauration de mon épée. Mais que dira votre comité, Monsieur le Président? Donc je vais tenter de la reposer. Je propose que soit projeté un film qui peut-être expliquera la complexité un peu sombre de notre idée. Est-ce que le film peut être projeté ? Cette épée pour l'Académie des Beaux-Arts, je tenais à ce qu'elle soit une épée romaine. Ce n'est pas une arme, c'est une sculpture, c'est un objet. Elle est un lieu, elle est une ville, elle est une histoire, elle est aussi des matériaux. Elle regarde Saint-Louis des Français, elle regarde l'histoire de la sculpture baroque à Rome. Rome est un grand moment essentiel de ma vie. Je voulais que cette épée célèbre cette histoire romaine. Une épée avec une belle poignée garde en travertin, comme à Saint-Louis des Français, extrait des carrières de Tivoli, travertin très dense. Cette épée est un projet partagé. Les historiens, les architectes à Paris, les architectes à Rome, les artisans romains, un travail scientifique de documentation, de relevé, de modélisation, d'impression 3D, de maquettes, puis de mise en taille mécanique dans les ateliers de Tivoli. Ce n'est pas un décor, c'est un projet résolument contemporain. Cette épée, ma manière de regarder l'architecture, l'histoire, de la comprendre, et en même temps, elle dit ce que j'essaie de rêver au travers de ces architectures.
Et voici, c'est promis, le dernier mot. Monsieur le Président du Comité de l'Épée, je vous remercie avec chaleur, enthousiasme. Je remercie chacun des membres du Comité de l'Épée. Prince Amin, merci infiniment. Je vous remercie tous de votre amitié, de votre soutien à cette épée. Donc je ne sais pas si je pourrais la porter. Et donc, avec Patricia, je me suis méfié. Et donc, le décor de la garde est sur ma manche. Le motif de la garde est sur la poche. Et donc, cher secrétaire perpétuel, c'est promis, j'aurai cette épée avec moi toujours. Je vous remercie. La dure vie d'un secrétaire perpétuel compositeur de musique, car mon confrère Régis Campo, comme moi, aura remarqué que nos chers amis architectes, et notamment celui-là que nous aimons tellement, pour honorer une épée romaine, mais de la musique américaine. Mais ça ne fait rien. Donc, je vous remercie encore une fois, bien sûr, d'avoir voulu entourer de votre amitié notre nouveau confrère. J'ai une pensée très particulière pour notre amie Nadine Egels, que je savais tellement émue aujourd'hui de cet hommage à Paul qui était tellement mérité. Alors, puisqu'il s'agit de la dernière séance de notre Académie avant la trêve estivale, évidemment, je remercie infiniment l'ensemble des agents de notre Académie et ceux de l'Institut, tout ceci sous le regard bienveillant de notre chancelier adoré, qui contribue toute l'année à l'organisation des cérémonies sous la coupole et plus généralement à l'organisation de nos travaux et des activités. Je remercie également les un ou deux huissiers qui sont allés tirer les oreilles de certains ouvriers qui essayaient d'inventer une forme de rythme pendant les discours. De la même façon, évidemment, un grand salut au détachement de la garde républicaine qui donne à chacune de nos séances sous la coupole la sonalité qu'elle mérite. Et un petit clin d'œil à notre cher consoeur Dominique Isserman qui a fait cette très belle photo que vous avez vue de Pierre-Antoine sur le 4 pages qui vous a été distribué à l'entrée. Je rappelle à mes consoeurs et confrères que l'Académie suspendra en effet ses travaux à l'issue de cette séance pour l'été. La prochaine séance est fixée au mercredi 14 septembre prochain à 15 h. Mais bien évidemment, les activités de l'Académie dépassent nos seules activités ici au Palais et dans les séances. Durant tout l'été, nos sites muséaux restent bien entendu ouverts au public. Je ne saurais trop vous inciter, mesdames et messieurs, à profiter de vos vacances pour visiter par exemple la maison et les jardins de Claude Monet à Giverny, le musée Marmottan-Monet à Paris, ou encore, si vous passez sur la Côte d'Azur, la Villa Efrussi de Rothschild à Saint-Jean-Cap-Ferrat, à côté de Nice. Et plus près d'ici, je vous incite vivement, lorsque vous allez partir tout à l'heure, après un verre dans un moment, juste à gauche en sortant du Palais, à visiter l'exposition que nous consacrons à notre regretté confrère Jean Cardot dans le pavillon Comtesse de Caen. Jusqu'au mois d'octobre, vous y verrez dans l'atelier de Jean Cardot, imaginé par notre confrère Jean-Michel Villemotte, cette promenade tout à fait impressionnante. En attendant, nous allons nous retrouver dans quelques instants dans la cour d'honneur du Palais pour partager un verre et célébrer encore un peu notre très cher Pierre-Antoine, qui doit être un peu plus relax que tout à l'heure probablement. Et alors je vous demande simplement un petit instant de garder encore votre place quelques secondes, le temps que notre nouveau confrère et l'ensemble des membres de l'Institut quittent cette coupole. Voyez surtout aucune préséance dans tout ça. Il s'agit simplement de faciliter le travail des photographes en sortant. Et bien évidemment également, les membres du comité de l'épée peuvent nous suivre. Je vous remercie infiniment de votre présence et à tout de suite.